Voilà, ben, on va enchaîner tout de suite sur la conférence. Est-ce que tout le monde a une place assise? On peut aller chercher des chaises, hein, s'il en manque. Vous inquiétez pas. Écoutez, notre conférencier de ce soir, c'est un des nôtres, hein, un des membres de notre société historique, donc Monsieur Boussary, que beaucoup d'entre vous connaissent. Hein. Donc Monsieur Boussary, il est aujourd'hui à la retraite, mais il a exercé comme vétérinaire ici alors pendant très longtemps. Hein. Donc il s'est sans doute occupé de vos chiens, de vos chats, de vos poissons rouges, de vos cochons d'Inde. Alors il a une retraite très très active. Et il a fini donc au mois de janvier dernier son mandat de président de l'Académie vétérinaire. Oui. Et donc il a très gentiment accepté de nous faire une conférence sur un sujet qu'il a travaillé, donc les animaux dans la Grande Guerre. Alors je vous laisse tout de suite la parole. Puis merci d'avoir accepté de faire cette conférence. Bien, merci Eric. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, je connais un certain nombre d'entre vous et merci d'être venus. Merci, je ne connais pas autrement la dame qui m'a donné ce petit chien sanitaire. C'est tout à fait de circonstance, effectivement, avec la conférence d'aujourd'hui. Alors, donc le sujet, c'est les animaux dans la Grande Guerre. Donc, je dois préciser à Eric et à tout le monde, que je ne suis pas historien, donc il est probable qu'il y a parmi vous des gens qui ont beaucoup plus de compétences que moi sur la Grande Guerre. Par ailleurs, ça ne va pas être ciblé sur le Lannoy ou même sur le département. C'est plus synthétique, plus général, mais vous verrez néanmoins qu'il y aura quand même des allusions à notre région. Je vais m'asseoir si vous voulez bien. Alors, cette conférence, je la dédie en fait à tous les animaux qui sont morts pour la France, dans tous les conflits de l'histoire, bien évidemment, mais en particulier pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, pendant la Grande Guerre. 14 millions d'animaux sont morts pendant la Grande Guerre, à l'échelle de l'ensemble des belligérants. 120 000 survivants ont été décorés après la guerre pour faits de guerre. Donc je ne vais pas vous parler de ces 120 000 en détail, bien évidemment, mais je vous en citerai quelques-uns que vous connaissez probablement déjà et qui sont des véritables héros de la Grande Guerre. Alors, tout a commencé le 28 juin 1914 avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de son épouse. Assassinat par un nationaliste serbe qui s'appelait Princip, Gavrilo Princip. Ça a été, comme vous le savez, le départ de la Grande Guerre. Et cette guerre a été extrêmement meurtrière puisqu'elle a fait, on n'a pas de chiffres exacts, notamment parce que sur le front Est, ce n'est pas très précis, mais disons près de 10 millions de morts, avec certaines journées qui ont été parmi les plus sanglantes de l'histoire. Je vous en ai mis 3, le 22 août 1914, 27 000 soldats français tués sur 400 km de front. Le 1er juillet 1916, 19 240 soldats britanniques tués pendant la bataille de la Somme. Et le 28 septembre 1915, 22 000 soldats français tués à la bataille de Champagne. Je vous ai mis ici le premier mort et le dernier mort français pendant la guerre. Donc à gauche, Jules-André Peugeot, c'est le premier mort. Il est tombé le 2 août 1914 à Joncheray. Et le dernier mort de la Grande Guerre, vous connaissez probablement, c'est Augustin Trébuchon, qui est tombé le 11 novembre 1918 à Vrigne-Meuse dans les Ardennes. Entre les deux, 1 357 000 morts, d'après les statistiques que j'ai pu trouver. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pratiquement autant de chevaux qui sont morts. Pendant la Première Guerre mondiale, en effet, 1 140 000 chevaux sont morts ou disparus ou abattus. C'est énorme, bien évidemment. 1 880 000 chevaux et mulets et cuidés, d'une façon plus générale, ont été incorporés au cours de la Grande Guerre, donc entre les années 14 à 18. Et sur ces 1 140 000 chevaux qui sont morts,
480 000 sont morts effectivement, 280 000 ont été abattus, que ce soit pour des raisons sanitaires, pour des raisons économiques ou pour des raisons, disons, affectives, sentimentales, pour leur éviter des souffrances, et 380 000 ont été réformés ou ont été portés disparus, n'ont pas été retrouvés. Donc 35% des chevaux seront abattus par les militaires à la fin de la guerre, je vais en reparler. Alors, il faut replacer les choses dans leur contexte, les animaux dans la Grande Guerre. Au début de la Grande Guerre, le cheval est encore superstar en fait, hein. Il est présent partout. Il est présent dans les villes, dans les campagnes, sur les routes, dans les champs, dans les usines, dans les mines, dans les transports publics. Je vous ai mis ici quelques images. Vous avez ici... Attendez. Non, voilà. Ici, vous avez un tramway hippomobile. Ce sont des images qui ont été prises à Paris. Hein. Ici, vous avez un omnibus à 3 chevaux, rue de Sèvres, qui faisait la liaison rue de Sèvres, Gare du Nord. Ici, vous avez un omnibus à 2 chevaux, la liaison Passy, place de la Bourse. Et il y avait également encore des calèches à Paris, et je vous ai mis ici une femme cocher qui travaillait sur Paris. Alors, à la veille de la guerre, c'est également, il y a un monde qui disparaît et un monde qui apparaît. En effet, déjà, depuis le désastre de Sedan, la cavalerie n'a plus le rôle décisif qu'elle avait avant, et la cavalerie militaire est progressivement transformée en armée qui, de plus en plus, va se motoriser et va se blinder, et ça sera évidemment, ça va se développer beaucoup avec la guerre. Il y a donc un déclin de la cavalerie militaire, mais en même temps un essor des sports équestres, mais qui restent aux mains des militaires, notamment des officiers militaires. Donc développement de l'équitation, et ça se traduit par le fait, par exemple, que l'équitation apparaît aux Jeux Olympiques de Stockholm en 1912. Par ailleurs, il y a beaucoup de courses hippiques qui se développent, des manèges. Le Jockey Club, qui avait déjà été créé en 1834, se développe également. Les chevaux restent dans les villes inséparables de la vie élégante, de la vie mondaine, c'est un signe extérieur de richesse, et il faut signaler aussi que l'équitation, ça reste une affaire d'hommes. Les femmes sont très peu représentées, elles montent toujours en Amazone, elles n'auront la possibilité de monter comme elles montent aujourd'hui, comme les hommes, donc en portant des pantalons pour pouvoir faire de l'équitation, qu'en 1931. Alors, en janvier 1914, à l'ensemble du territoire français métropolitain, il y a un peu moins de 3 500 000 équidés, donc ça inclut les chevaux, les mulets et les mules. Les ânes n'étaient pas répertoriés à cette époque, qui sont recensés au total en France, et 1 million étaient classés mobilisables, c'est-à-dire susceptibles d'être réquisitionnés, et parmi ceux-ci, 500 000 chevaux, donc des ongres, des mâles, puisqu'il n'y avait pas de chevaux entiers, et 500 000 juments, donc jugés aptes au service de l'armée. Et dans les armées françaises proprement dites, il y avait à cette époque, et ça c'était une constante depuis plusieurs années, environ 200 000 chevaux. Chevaux et mulets, il y en avait plus précisément 190 000, et parmi ces 190 000, 100 000 affectés au transport, donc tout ce qui était transport, ravitaillement et matériel, etc., le train de l'équipage, autrement dit, et 90 000 affectés à la cavalerie et à l'artillerie. À la veille de la Grande Guerre, c'est-à-dire juste avant août 1914, l'armée disposait à cette époque de 3 781 000 hommes dans l'armée. Il y avait 196 000 chevaux, dont les 2 tiers étaient des chevaux de selle et le tiers des chevaux de trait. Les chevaux de selle provenaient essentiellement des haras nationaux. Il n'y avait pas de chiens, ça il faut le savoir, dans l'armée, il n'y avait pas de chiens à cette époque. Il y en a eu après, mais là il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de chiens militaires. Il y avait 268 pièces d'artillerie lourde, 4100 pièces d'artillerie de campagne, et seulement, mais ils étaient quand même présents, 170 000 véhicules motorisés. Il y avait également 28 escadrilles de 6 avions. Alors,
Par la suite, dès qu'il va y avoir déclaration de la guerre, il va y avoir, bien évidemment, ces effectifs de chevaux étaient très nettement insuffisants pour couvrir les besoins de la guerre. Et il y a donc eu des réquisitions et des importations de chevaux également, de telle façon qu'il y avait toujours en permanence dans l'armée, enfin il y a eu pendant la guerre en permanence entre 800 000 et 1 million d'écudés, pendant toute la guerre du côté français. Donc, ça a supposé un renouvellement dont je vais parler, car très tôt, il y a eu d'énormes problèmes, il y a eu des dégâts extrêmement importants, notamment pendant les 3 premiers mois de la guerre, pendant la guerre, la guerre qui était encore active, qui n'était pas la guerre de tranchées, et à tel point que fin octobre, le bilan était déjà très lourd, 130 000 chevaux étaient déjà morts. Alors, ces pertes importantes ont obligé, ont nécessité des réquisitions et des importations dont nous allons parler. À partir de 1917, il y a eu un déficit permanent de chevaux en raison d'une mortalité élevée, de l'usure des attelages et du fait que l'on n'a plus, que l'importation des chevaux à cette époque n'a pas pu se faire. Ils venaient essentiellement des États-Unis, mais en raison de la présence des sous-marins allemands qui torpillaient les bateaux sur l'Atlantique, les bateaux américains, il y a eu, les importations ont été arrêtées et ça n'a fait qu'aggraver les choses, bien évidemment. À la fin de la guerre, il y avait 320 000 chevaux et mulets qui étaient encore nécessaires au bon fonctionnement, malgré les progrès de la méthorisation. Alors, donc, il y a eu un besoin de chevaux dès le départ, ce qui a supposé des réquisitions et des importations de chevaux. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la réquisition, il faut savoir que celle-ci était aux mains du service de la remonte militaire. Alors, ce service de la remonte, il n'a pas été créé au moment de la guerre, il existait depuis longtemps. Il a été créé en 1831 par ordonnance. Il permettait d'effectuer un recensement des chevaux à l'échelle du pays, à l'échelle métropolitaine. Donc, ça permettait de recenser l'ensemble des chevaux, des équidés, que ce soit les chevaux proprement dit, les mulets et les mules. Et ça permettait également, le cas échéant, d'effectuer des achats de chevaux de façon à maintenir un effectif à peu près constant dans l'armée, puisqu'il y avait forcément des chevaux qui mouraient, qui disparaissaient, d'autres qui n'étaient plus aptes, etc. Donc il y avait toujours un effectif à peu près constant dans l'armée d'environ 200 000 chevaux. Donc ce service de remonte, ça permettait d'acheter, lorsque c'était nécessaire, des chevaux, en même temps de les élever et de les préparer militairement, puisque c'est des chevaux, bien évidemment, qui n'étaient absolument pas préparés à leur activité militaire qu'ils avaient éventuellement par la suite. Donc, il faut savoir que ce recensement, il avait lieu tous les ans. Je vais en reparler, il y avait des avis de recensement, de façon à déterminer le nombre de chevaux à acquérir et le type de chevaux. Certains vont être destinés à la cavalerie, d'autres à l'artillerie, pour maintenir ces effectifs constants. Il y avait 17 dépôts de remonte qui étaient répartis en 3 circonscriptions, à Caen, à Tarbes et à Paris. Et c'était les chevaux de 3 à 5 ans qui étaient sollicités éventuellement pour maintenir ou augmenter ces effectifs. Alors, il y a, après, quand il y a eu déclaration de la guerre, bien évidemment, tout ceci, ça a été réactivé, le service de la remonte a été réactivé, de façon à ce qu'il puisse y avoir des réquisitions qui se sont mises en place très rapidement, après la déclaration de la guerre, pour augmenter les effectifs de chevaux, de façon à ce qu'on atteigne plutôt 1 million, qu'on se rapproche de 1 million de chevaux dans l'armée. Donc, de ce fait, il y a eu des déclarations obligatoires des chevaux dans les mairies. Donc, il y a eu des recensements, voyez, qui ont été effectués et ces déclarations ont été transmises au service régional de la remonte, des remontes. Par arrêté ministériel du 20 septembre 1914, tous les chevaux susceptibles d'être réquisitionnés l'ont été, et à partir de l'âge de 4 ans, alors qu'auparavant, l'âge était de 5 ans. Et des amendes étaient données aux propriétaires s'ils faisaient des fausses déclarations ou s'ils oubliaient de déclarer leurs chevaux. Alors, à gauche, ici, vous avez un avis de recensement, vous voyez,
Donc il y a des comités de recensement qui passaient dans les villages pour effectuer dans toutes les communes ces recensements. Vous en avez ici un, c'était dans l'Eure, et celui de droite, c'est dans le Rhône. Alors, qu'est-ce qui se passait dans les régions occupées? Très rapidement, dans le nord de la France, et bien là, en fait, les Allemands se servaient. Ils réquisitionnaient d'autorité, comme ça, tous les chevaux dans les régions occupées. Mais ils les achetaient quand même, en général. Donc, vous voyez, ici, vous avez un avis de recensement qui a été ordonné par la commandanture de Valenciennes, et avec un recensement de tous les chevaux de 1 an, 2 ans et 3 ans, en date du 14 mai 1915. Et ces chevaux étaient achetés. Alors, il y a eu donc à partir de août 1914 une réquisition, compte tenu du fait, je le répète, que les chevaux étaient répertoriés en France déjà par le service de la remonte et parce qu'il y avait un recensement qui était effectué tous les ans. Alors, la loi de 1877 a été modifiée en 1907, donc l'armée pouvait acquérir des chevaux par réquisition. Et il y avait des comités achat-réquisition donc qui se sont déplacés dès le début août dans les villages. En général, ils se déplaçaient sur plusieurs villages. Donc il y avait des ordres de réquisition et ça permettait l'achat et le classement des chevaux. Donc l'achat effectué par le comité d'achat, le prix était fixé par circulaire du ministère de la guerre, donc dans les communes. À la suite de quoi, une fois que ces chevaux étaient achetés, il y a un tri qui était réalisé, ils étaient classés, donc tri par une commission de réception qui comportait au moins un vétérinaire en général et un officier. Donc les chevaux achetés étaient triés pour leur destination future, ils étaient marqués au sabot antérieur gauche en général, ils avaient une affectation à un emploi militaire précis et ils portaient le tatouage du régiment. On leur délivrait également, ils étaient accompagnés par un livret infirmerie et un carnet matricule. Alors, vous avez ici un ordre de réquisition à gauche, c'est dans la région de Chambéry, à Montgilbert, et vous avez ici un tableau communal. Donc, lorsque ces comités de réquisition passaient dans les villages, il y avait un tableau communal des réquisitions qui était affiché, placardé, sur lequel on voyait le nom des propriétaires, donc des chevaux au départ, avec les coordonnées du cheval, le prix qui avait été acheté par l'armée, et c'était accompagné des lettres O et T. O, c'était les chevaux qui étaient destinés aux officiers, et T, les chevaux qui étaient destinés à la troupe. Et il y avait aussi un numéro d'immatriculation, de façon à ce que tous les chevaux soient officiellement répertoriés. Alors, entre le 1er et le 17 août 1914, il y a eu réquisition et incorporation de près de 500 000 chevaux, pour être précis, 489 743 chevaux et 22 468 mulets. Et sur la totalité du mois d'août 1914, 730 000 chevaux et mulets, donc en métropole, et 20 000 qui ont été réquisitionnés en Algérie. Il y a eu également des ânes qui ont été réquisitionnés en Algérie. J'en parlerai après. Alors tout ça, ça s'est passé dans l'urgence, puisqu'il y avait mobilisation, la guerre était déclarée. Ça s'est traduit en pratique par une sélection, un tri souvent beaucoup trop rapide, des chevaux qui se sont retrouvés opérationnels de façon complètement inexpérimentée, avec à la clé donc des pertes très meurtrières pendant les semaines de la guerre. Il y avait déjà 130 000, je le répète, chevaux morts dans les 3 premiers mois. Les réquisitions donc ont commencé au mois d'août, elles ont été reprises au mois d'octobre, ensuite il y en a eu d'autres et ainsi de suite jusqu'en 1918. Alors vous avez ici en haut un foyer de réquisition à Paris. Cette photo a été prise dès le début de la guerre, en août 1914. Et en bas, vous avez un autre lieu de réquisition, avenue de l'Observatoire à Paris. Alors, les chevaux ont été réquisitionnés et on a dû également, ça ne suffisait pas, assez rapidement, il a fallu importer des chevaux.
Alors, les chevaux ont essentiellement été importés des États-Unis et d'Argentine. L'entrée en guerre, donc en août 1914, et il y a eu une mission militaire française du service de la remonte qui a été envoyée pour voir ce que l'on pouvait faire et conclure comme accord, qui a été envoyée à New York. Le premier transport donc, de chevaux importés, ça a été un lot de 800 chevaux qui a été importé en octobre 1914. Alors la traversée qui a duré 2 à 3 semaines, s'est traduit par des pertes extrêmement importantes, puisque ces chevaux qui étaient sortis de leur milieu se sont retrouvés sur un bateau. Ça a engendré bien évidemment des conflits, un état de stress extrêmement important. Beaucoup de chevaux sont morts. Il y a eu d'autres importations par la suite. Les chevaux ont été débarqués dans 4 ports atlantiques, à Brest, à Saint-Nazaire, à La Rochelle et à Mérignac, donc le port de Bordeaux. Entre octobre 1914 et mai 1917, 500 000 chevaux ont été importés des États-Unis et 70 000 d'Argentine. En 1917, ces importations se sont arrêtées pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, c'est-à-dire en raison de la guerre sous-marine qui a été à ce moment-là engendrée par les Allemands, donc ce qui provoquait des pertes considérables au niveau des bateaux qui traversaient l'Atlantique. Au printemps 1918, il y a eu, du fait de l'arrêt de ces importations, et qu'il y avait des difficultés de réquisition aussi, un manque important de chevaux. Les réquisitions ont été reprises à ce moment-là, et ça, je vais en reparler également, ça a engendré des mécontentements de la part des propriétaires de chevaux qui voyaient leur outil de travail qui leur était finalement confisqué. Alors, ça, ce sont des images d'importation de chevaux. Vous avez ici des chevaux réfractaires à l'embarquement. Hein. Les embarquements avaient lieu donc outre-Atlantique. Le débarquement pouvait s'effectuer de 2 façons, soit avec des grues, c'est-à-dire que les chevaux étaient, voyez, montés sur des palans, ou ça se faisait également par des passerelles de façon à ce que les chevaux soient débarqués des bateaux sur les quais de débarquement. Une fois que les chevaux étaient débarqués, donc vous imaginez dans quel état devaient être ces chevaux, dans un état de stress extrêmement important, dans un milieu qu'ils ne connaissaient pas. Il y avait eu une promiscuité avec d'autres chevaux qu'ils ne connaissaient pas. Et alors ici, vous voyez, on assiste à un douchage des chevaux, ce qui ne pouvait bien évidemment qu'avoir un effet bénéfique. En plus du fait que ces chevaux avaient été immobilisés longtemps, ils souffraient souvent de fourbure ou de lymphangite, et donc c'était une excellente chose, effectivement, de les toucher. Alors ici, vous avez des soldats du génie britannique, donc qui récupèrent des chevaux et qui emmènent leurs chevaux après débarquement au niveau de leur régiment. Alors, les chevaux qui étaient réquisitionnés et qui étaient importés arrivaient dans l'armée, et au niveau de l'armée, les chevaux avaient 3 fonctions essentielles. Il y a des chevaux qui étaient dans l'artillerie, des chevaux qui étaient dans la cavalerie, et les chevaux qui étaient dans l'équipage, dans le train de l'équipage. Alors, on va commencer tout d'abord par les chevaux de l'artillerie. On en trouvait à 2 niveaux, artillerie de montagne et artillerie de campagne. L'artillerie de montagne, c'était essentiellement des ânes et des mulets. C'était pas nouveau, il y en avait déjà dans l'armée depuis la fin du 19e siècle, depuis 1897. Je vais en reparler quand je vais vous parler des ânes et des mulets. Et il y avait l'artillerie de campagne, où les chevaux ont été utilisés, donc qui s'est mis en place, qui a été opérationnel dès le début de la guerre, dès le mois d'août 1914. Alors, les chevaux, donc, étaient habilités, étaient inclus dans des élevages qui avaient pour fonction de tirer des canons. Alors, au début de la guerre, c'était essentiellement des canons de 75 mm. Le canon, avec son avant-train et les caissons de munitions, ça pesait 1,6 tonne. Un canon avec donc ce qui allait avec était tracté par un attelage de 6 chevaux. Attelage de 6 chevaux, il y avait 3 rangées de 2 chevaux. Et la charge par cheval était de 350 kg.
Les chevaux de gauche étaient montés par le conducteur, qu'on appelait les chevaux porteurs. Les chevaux de droite n'étaient pas montés, on les appelait les sous-verges. Une pièce de 75, ça comportait 14 chevaux au total, et une batterie de 75, c'était 4 canons. En fait, une batterie, c'était 4 canons de 75, avec 3 caissons à munitions, 2 pièces de maintenance et de ravitaillement, donc ça comportait la forge, une voiture fourragère, et ça représentait au total 56 chevaux qui étaient donc affectés au transport, au déplacement de ces 4 pièces, et auxquels il fallait rajouter 14 à 19 chevaux pour l'encadrement et le train de combat. En 1914, il y avait 3840 pièces de 75 dans l'artillerie. Plutôt vers la fin de la guerre, il y a eu un autre type de canon qui était plus performant, c'était les canons de 155. Alors, ils étaient plus lourds, bien évidemment, par définition, donc il fallait plus de chevaux, et il fallait 10 chevaux en général pour tracter ces canons de 155. Ces 10 chevaux, donc, avec des attelages, bien évidemment, c'était 5 rangées de 2 chevaux. Alors, c'était des chevaux de trait, évidemment, hein, qui étaient utilisés dans l'artillerie de campagne. Ce n'étaient pas des chevaux de selle, des chevaux de trait. Alors, certaines races étaient particulièrement recherchées parce qu'ils étaient très puissants. Donc, des Ardennais, des Normands, des postiers bretons, des Percherons, les traits du Nord. Hein, dans notre région, c'est les traits du Nord. Je vous ai mis ici un trait du Nord, en 1914. En bas, vous avez un Ardennais. Et les chevaux véritablement de race étaient chers, ils valaient cher, donc ils étaient recherchés, mais à côté de ça, il y avait d'autres chevaux de trait qui parfois n'appartenaient pas à une race particulière. Ce sont plutôt ces chevaux que l'on trouvait en général lorsqu'ils étaient réquisitionnés dans les campagnes. Alors, les chevaux de trait, globalement, devaient être capables de tracter 450 kg, qui était le cas évidemment, donc, comme on l'a vu avec le canon de 75, mais il fallait rajouter à ça un portage de 145 kg pour les chevaux porteurs, les chevaux de gauche, et de 25 kg pour les sous-verges. Ces chevaux parcouraient des étapes de 20 à 30 km, donc c'était énorme, étapes journalières de 20 à 30 km, à la vitesse tout dépendait du terrain, bien évidemment, mais de 8 km/h sur un chemin ou sur une route carrossable. Évidemment, c'était beaucoup moins dans certaines circonstances. Alors, ici, excusez-moi. Voilà. Alors, je vous ai mis ici, donc ça, en haut, c'est une photo qui a été prise au musée de la Grande Guerre. Vous savez qu'il y a toujours d'ailleurs en ce moment une exposition temporaire sur les chevaux dans la Grande Guerre. Donc ici, vous voyez un canon de 75, modèle 1897. Il y a eu d'autres modèles de canon 75. Et vous avez en bas un même canon de 75 endommagé. Ici, vous avez un schéma qui vous donne les caractéristiques de cette canon de 75. Alors ces canons avaient une portée assez importante quand même, hein, qui était de l'ordre de 7-8 km, tout dépendait du terrain bien évidemment, donc c'était déjà pas mal. Le canon de 155 avait une portée plus importante. Alors je vous ai mis ici, vous voyez, c'est une photo d'époque qui vous montre un canon de 75 avec tout son équipement, l'avant-main, etc. Et justement, et l'attelage qui le tirait. Donc vous voyez qu'il y a 6 chevaux, effectivement, qui sont 2 par 2, et que c'est les chevaux de gauche qui sont montés, donc les chevaux porteurs, alors que ceux de droite ne sont pas montés. Alors ici, je vous ai mis l'équipement justement de ces chevaux d'attelage, d'artillerie. Vous avez ici un porteur de devant et vous avez ici un sous-verge de derrière. Alors vous voyez que les sous-verges avaient un équipement un petit peu différent. Ici en haut, vous avez celle d'un canonnier conducteur vu de devant. Les soldats, les cavaliers qui montaient ces chevaux d'attelage, si vous voulez, dans l'artillerie, s'appelaient des canonniers conducteurs. Et chaque canonnier conducteur donc était chargé en fait en pratique de conduire 2 chevaux. Il y avait celui sur lequel il était monté, celui de gauche,
et l'autre qui était à côté de lui, dont il avait la responsabilité. Alors, quelques images, ça donnait quoi en pratique? Bon, c'était extrêmement éprouvant pour les chevaux, puisque les terrains plats, carrossables, les routes, ça c'était bien beau, en théorie c'était joli, mais dans la plupart du temps, malheureusement, ça n'était pas ça. Vous avez ici, vous voyez, un attelage d'un canon de 75 en train de monter une côte. Sur terrain sec, ça allait à peu près, mais vous voyez ce que ça pouvait donner sur terrain boueux par temps de pluie, ou quand la guerre a commencé, en plein été, avec une chaleur pas possible. Ici, vous avez un attelage en descente, voyez, et ici, vous avez un autre attelage sur terrain plat. Alors, à noter que ici, je vous ai mis une autre image, c'est que les mules, je vais en reparler également, en général, portaient les pièces d'artillerie, elles étaient démontées, et c'était des canons de 65 qui étaient utilisés en zone de montagne pour les mules et les mulets, mais je vais en reparler. Alors, des images qui malheureusement faisaient partie de la réalité et du quotidien des soldats et de ces pauvres chevaux. Vous voyez ici un cheval anglais enlisé dans la boue en Belgique au cours d'une des batailles d'Ypres. Et donc, vous voyez, dans des conditions dramatiques. En bas, vous avez, je vais en reparler également, des chevaux après qu'il y a eu donc des bombardements et des gaz toxiques qui ont été utilisés. Ça a été le cas à partir de 1915. Et gaz toxiques qui étaient lâchés par l'intermédiaire des obus. Donc, on imagine dans quelles conditions ces pauvres chevaux devaient travailler. Et ça explique aussi qu'il y a eu autant de morts. Alors, les chevaux de la cavalerie. La cavalerie, elle connaît des évolutions considérables, elle a connu des évolutions considérables en 4 ans de conflit, elle a beaucoup évolué, et le sort des cavaliers et de leur monture dépendait, à dépend de nouvelles formes de guerre. En 1914, la cavalerie est encore très représentée. Il y a 10 divisions de cavalerie, c'est-à-dire 38 régiments de 671 cavaliers, soit un total de 38 918 cavaliers. C'était bien, effectivement, mais c'était moins qu'en Allemagne. En Allemagne, la cavalerie était beaucoup plus représentée. Il y avait 110 régiments de cavalerie en Allemagne. Alors, les chevaux étaient sélectionnés soit pour la cavalerie lourde, c'était les régiments de cuirassiers et de dragons, soit pour la cavalerie légère, c'était les régiments d'hussards et de chasseurs à pied, auxquels il fallait rajouter les troupes coloniales qui étaient représentées par les chasseurs d'Afrique et les spahis. Alors, cette image, je l'ai récupérée au musée de la Grande Guerre. Donc, vous voyez ici la tenue de ces cavaliers. Ici, vous avez un hussard, ici, un chasseur à cheval, ici, vous avez un cuirassier, et là, un dragon. Et là, un cavalier d'artillerie, dont je vous ai parlé avant. Alors, le rythme de ces chevaux de cavalerie était absolument épuisant. Ils parcouraient facilement 30 à 60 km par jour, voire plus. En début du conflit, c'était même 100 km parfois. Au pas, mais il pouvait y avoir également des allures au trot continu, parfois jusqu'à 4 km, ou au galop, jusqu'à 1 à 2 km. Donc un rythme absolument épuisant. Entre août et septembre 14, il y a eu de très vastes mouvements, bien évidemment, puisque c'était une guerre de mouvement, et des distances parfois considérables. C'était d'autant plus usant, extrêmement pénible pour ces chevaux que généralement, ils n'étaient pas décellés. Ils restaient scellés jour et nuit. Dans les meilleurs des cas, ils étaient décellés pendant quelques heures, 6 heures. Donc, c'était un soulagement pour eux, bien évidemment, mais dans la plupart des cas, ils n'étaient pas décellés et lourdement chargés. Et on va en parler, le fait qu'ils ne soient pas décellés, ça engendrait bien évidemment des pathologies graves. Et non seulement ils n'étaient pas décellés, mais ils étaient en plus lourdement chargés. Leur charge était de 115 kg pour la cavalerie légère et de 125 kg pour la cavalerie lourde, puisqu'ils transportaient des équipements, bien évidemment, auxquels il fallait rajouter le poids propre du cavalier.
Donc, c'était extrêmement pénible pour eux, et ça a été d'autant plus dramatique aussi que dans les attributions, quand les chevaux étaient triés, bon, un tel, il partira en artillerie, l'autre dans la cavalerie, il y avait souvent, c'était un tri qui était extrêmement rapide, hein, c'était des critères souvent subjectifs, très très rapides, on n'avait pas trop le temps, donc il y a eu il faut le dire, beaucoup d'aberrations d'attribution, surtout du côté français, après réquisition, et ça s'est traduit en pratique par un immense gâchis, par une mortalité et une perte de chevaux absolument importante. À la fin du mois de septembre 1914, il y avait déjà 100 000 chevaux qui étaient morts d'épuisement. Alors, quelles étaient les missions de la cavalerie? Il y a eu 3 périodes. La première période, ça a été la guerre de mouvement, c'est-à-dire en été 1914, essentiellement du renseignement, de la reconnaissance. Alors, parfois, ça a été très efficace, très utile. Par exemple, le 31 août 1914, à Gournay-sur-Aronde, c'est l'opération de reconnaissance vis-à-vis des Allemands a indirectement été à l'origine de la victoire de la Marne, car ça a permis de voir que les Allemands ne marchaient plus sur Paris, mais qu'ils avaient abandonné Paris, mais qu'ils avaient obliqué au sud-est. Voyez. Ensuite, ça a été la guerre de tranchées, à partir de la fin de l'année 1914 jusqu'au début de l'année 1918. Et à ce moment-là, le rôle des chevaux s'est transformé en régiment de cavalerie à pied, surtout au niveau du cuirassier. Les chevaux n'étaient pas directement dans les tranchées, ils étaient derrière, en deuxième ligne, troisième ligne, etc. Mais ils avaient un rôle bien évidemment très différent du fait qu'il n'y avait plus de mouvement, que c'était une guerre de tranchées. Alors, soit les chevaux étaient amenés à agir, la cavalerie à agir seule, ou en liaison avec d'autres armes. Ça a été le cas notamment pendant les offensives de Champagne, à l'automne 2015, où il y a eu des charges, sabre au clair, des hussards et des chasseurs. En 1918, il y a eu un retour des tranchées, comme vous le savez, retour de la guerre de mouvement. Et là, encore, il y a eu par moments la cavalerie qui a joué tout son rôle. Entre le 21 mars et le 5 juillet 1918, des unités de cavalerie sont intervenues dans les contrées, pour contrer les 5 grandes tentatives de percée allemande. Et il y a eu encore quelques charges de cavalerie. Le 30 mars 1918, il y a eu la charge de la première brigade de cavalerie canadienne qui a permis d'arrêter l'offensive allemande sur Amiens. La dernière charge de cavalerie de la Grande Guerre, si vous voulez, a eu lieu en Belgique. C'était le 19 octobre 1918. Ça a été la charge de cavalerie belge à Maldegem. Alors, en dehors de la France, si vous voulez, du conflit ouest, par contre, la cavalerie a pu avoir un rôle important avec des usages traditionnels. Ça a été le cas en Maroc, où elle a eu une importance certaine, à Salonique, où 2 régiments de chasseurs d'Afrique sont intervenus directement, et également au niveau du front de la Palestine, où c'est la cavalerie qui a permis la prise de Jérusalem. Alors, il est possible dans l'Aisne, pour parler un petit peu de l'Aisne quand même, de visiter un certain nombre de sites mémoriels pour la cavalerie, donc pendant la Grande Guerre. Pas spécifiquement destinés, bien évidemment, aux chevaux de la cavalerie, mais à la cavalerie elle-même. Donc, vous voyez qu'il y en a une dizaine, je vous ai mis la liste ici. Il y en a un qui est tout près de chez nous, que vous connaissez, c'est au Moulin de la Faux. Hein. Il suffit d'aller au Moulin de la Faux. Vous trouvez le monument au 9e régiment de cuirassiers et on y trouve également le monument au 4e cuirassier. Et on trouve aussi un monument individuel à la mémoire de Maurice Thirier. Mais il y a d'autres sites mémoriels, je vous laisse lire, dans l'Aisne. Alors, 3e catégorie de mission des chevaux, les chevaux du train, du train des équipages, donc les chevaux qui étaient affectés au transport, que ce soit le ravitaillement ou le matériel. Alors, ces chevaux avaient un rôle extrêmement important, en fait, parce qu'ils permettaient le transport des vivres, donc le ravitaillement, donc les cantines.
Il permettait de transporter tout le matériel, toute l'intendance, les téléphones de campagne, mais aussi les ambulances et le transport du courrier. Alors, je vous ai mis ici quelques attributions, si vous voulez, de ces chevaux. Ici, vous avez un chariot qui permettait de transporter les animaux blessés. Ici, à Cerisy-Gailly, vous avez une gare de ravitaillement et un déchargement d'un train, et ensuite un transport qui est fait par les chevaux. Ici, en bas, vous avez un transport sur rail, mais fait par les chevaux, près de la Harazé, dans la Marne. Alors, autre exemple, les chevaux, ils transportaient la cantine. La cantine, ça s'appelait la roulante. Cette statue, vous pouvez la voir au musée de la Grande Guerre de Charles Gir. Ici, vous avez une cantine roulante, vous voyez. Ici, je vous ai mis une cantine allemande. Donc, les chevaux permettaient le transport de la cantine, hein, qui était importante. Alors, ces cantines, il faut savoir qu'elles n'allaient pas directement dans les tranchées. Donc, en première ligne, on les retrouvait en troisième ligne, deuxième ligne. Et ensuite, il y avait ceux qui étaient responsables de corvées de ravitaillement qui devaient, à leur risque et péril, transporter tout ce qui était ravitaillement dans les tranchées. Alors, ça explique aussi que dès le début de la guerre, non seulement il y a eu une réquisition de chevaux, j'en ai montré une photo tout à l'heure, mais également de réquisition de vaches. Il fallait bien nourrir hein, les soldats, nos poilus. Donc il y a eu une réquisition de vaches assez importante. Et en ce qui concerne la région parisienne, c'était vraiment une fonction qui n'était pas du tout destinée, mais les vaches étaient regroupées en général à Longchamp, sur l'hippodrome de Longchamp, et à la suite de quoi ils étaient emmenés par train sur le front, sur les lieux du combat. Donc il y avait eu réquisition non seulement de vaches, mais aussi de moutons, hein, pour récupérer la viande, de viande de porc, de mouton, de chèvre. Alors ça posait des problèmes parce que la guerre a commencé en plein cagnard, hein, au mois d'août, donc il était extrêmement compliqué de conserver cette viande. Vous imaginez dans quelles conditions parfois elle était consommée. Donc il y a eu un progrès à partir du mois de novembre 1914, car on a pu importer de la viande frigorifiée des États-Unis. Et à partir du mois de décembre 1915, de la viande congelée. Donc ça a considérablement amélioré, bien évidemment, l'ordinaire des soldats. Alors, les ânes, mulets et mules. Je vais commencer par les mulets et les mules. Tout d'abord, c'est le vétérinaire qui parle, hein, je dois rappeler que les mulets et les mules, c'est le croisement de juments mulassières avec des ânes, par opposition aux bardeaux, qui correspondent au croisement inversement de chevaux, si vous voulez, avec des ânesses. Bon, mais les bardeaux, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on parle essentiellement de mules et de mulets. Alors, ils étaient stériles, ils sont stériles. L'avantage par rapport aux chevaux, c'est des animaux qui sont très forts, hein, très endurants, qui sont de caractère généralement plus facile que les chevaux, moins nerveux, moins stressés, moins excitables. Et il y avait des élevages importants à cette époque, essentiellement dans l'ouest de la France, en Vendée, dans les Deux-Sèvres, en Charente et dans la Vienne. Alors, on les utilisait déjà dans l'armée depuis un certain temps, hein, puisqu'ils étaient dans le service des armées depuis le XVIIIe siècle. On les utilisait dans les montagnes, sur terrain escarpé, sur terrain difficile, et donc ils étaient officiellement incorporés, ils avaient un matricule comme les chevaux depuis le XIXe siècle. Par ailleurs, ils étaient également très utilisés pour les expéditions coloniales, que ce soit en Afrique du Nord, au Tonkin ou à Madagascar. Alors, ils ont eu une contribution directe et importante dans la Grande Guerre. Ils ont été concernés déjà par les plans de réquisition, c'était chevaux et mulets, donc dès qu'il y a eu des réquisitions. Alors, soit on a réquisitionné des chevaux essentiellement de l'ouest de la France, donc toujours par le service des remontes, et ça ne suffisait pas, on en a importé également d'Espagne, puis des États-Unis. Alors, ils étaient employés dans les services logistiques de l'armée, surtout donc dans le train des équipages, et ils étaient présents dans le service de santé des armées, fréquemment pour évacuer les blessés. Alors, on pouvait les utiliser de trois façons. Soit ils étaient montés, c'était donc les mulets de selle,
soit ils étaient attelés, les mulets de trait, pour tracter les mitrailleuses, et ils pouvaient pas, les canons de 75 également, mais c'était quand même essentiellement les chevaux qui tractaient les canons. Le plus souvent, ils étaient battés, c'est-à-dire que c'était des mulets de bas. Ça leur permettait dans les zones de montagne de porter les canons de 65. Ceux-ci étaient démontés, et les différentes pièces étaient portées par les mulets. Et le poids de la charge, si vous voulez, pour un mulet ne pouvait pas dépasser 100 kg. Ils intervenaient également de façon efficace dans le ravitaillement, le matériel de maréchalerie, les forges portatives, les sacs à charbon, etc., l'armement. Le conducteur du mulet était sur sa gauche. Alors, quelques exemples. Vous avez, cette photo a été prise au musée de la Grande Guerre, c'est une selle de mulet. Et voilà, et ces selles en général n'avaient pas de sacoche. Ici, vous avez un mulet, vous voyez, avec son portage. Ici, vous avez des mules. Alors là, c'était pas un usage, c'était pas l'usage principal. Vous voyez, en train de tracter des mitraillettes du 331e régiment d'infanterie française, près de Verdun, le 25 juillet 1915. Ici, vous avez des mulets de bas qui transportent des munitions pour un régiment d'artillerie canadien. Et ici, vous avez des mulets qui effectuent le ravitaillement en munitions dans les Vosges. Les ânes. Alors les ânes étaient très recherchés. Déjà, les hommes, on les retrouvait dans les tranchées. Bien évidemment, il n'y avait pas de chevaux dans les tranchées. Ils étaient derrière. Ils étaient extrêmement appréciés car globalement, vous savez, pour ceux d'entre vous qui ont des ânes ou qui en ont côtoyé, ce sont des animaux globalement dociles, même très dociles, qui recherchent la compagnie de l'homme, ce qui n'est pas forcément le cas avec les chevaux, moins paniqués sous le feu. Les chevaux étaient extrêmement paniqués par les explosions, les obus, les mitrailleuses, etc. C'était des facteurs de stress et d'affolement extrêmement importants pour les chevaux. Et à partir de 1916, on les retrouve sur les champs de bataille de Verdun, pour assurer notamment le ravitaillement. Et ensuite, on les a retrouvés sur d'autres fronts. Alors, les ânes n'étaient pas répertoriés officiellement dans l'armée. Ils n'avaient pas une immatriculation comme les chevaux et comme les mulets. Ils ont été beaucoup importés d'Afrique du Nord et notamment d'Algérie. Et il n'y a pas de statistiques officielles puisqu'ils n'étaient pas immatriculés, mais on estime qu'environ 12 500 ânes ont été employés dans la guerre du côté français. Alors, on lui permettait le transport dans des paniers ou sur des bas, donc des ravitaillements, des munitions, des matériaux. La charge, néanmoins, compte tenu du poids des ânes, ne pouvait pas dépasser, en principe, elle ne doit pas dépasser 60 kg pour les ânes. C'était parfois plus, bien évidemment. Alors, à noter que souvent, pour éviter les braiements de ces ânes, donc d'être opérés par les ennemis, on leur coupait les lèvres supérieures pour empêcher les braiements. Pareil, un peu une méthode sadique, mais malheureusement, c'était utilisé. Alors, il y avait un hôpital pour les ânes, qui servait également pour les mulets d'ailleurs, qui était installé à Neuville-les-Vaucouleurs, près de Verdun. Donc, hôpital pour les ânes. Et d'ailleurs, il y a une plaque commémorative, justement, en mémoire aux ânes, qui se trouve justement sur le site même, à Neuville-Vaucouleurs. Alors, vous voyez ici des ânes de tranchée, en train de transporter des pieux aux premières lignes. Et cette photo a été prise au niveau de la bataille de la Somme. Vous avez un ravitaillement ici des troupes en tranchée par des convois d'hommes. Donc ils avaient un rôle extrêmement dangereux, car c'est eux qui étaient chargés d'effectuer ces transports jusque dans les tranchées, jusqu'aux premières lignes. Alors, 1 170 000 chevaux sont morts, comme je l'ai dit, ou ont disparu pendant les grandes guerres. On peut se poser la question, de quoi sont-ils morts? Bon. Alors, les sources que vous voyez ici, elles sont extraites de l'ouvrage que vous pourrez consulter, d'ailleurs, si ça vous intéresse ici, qui a été écrit par un confrère académicien, tout comme moi, qui est le général Millot,
qui est tout à fait sérieux dans ses sources, si vous voulez, puisqu'il a compulsé les archives militaires à Vincennes. Donc, je pense qu'on peut lui faire parfaitement confiance sur tout ce qu'il annonce. Alors, le quart des chevaux sont morts de pathologie externe. Alors, j'entends par pathologie externe les suites de bombardements. Ils mouraient pendant les bombardements, donc à cause également des mitraillettes, des mitraillages. Voilà, ça provoquait une mort, soit une mort très rapide, soit ils étaient blessés et ils mouraient des suites de ces blessures. Mais également les blessures par harnachement, puisque les chevaux n'étaient pas décédés en général. Autre pathologie grave et qui débouchait sur la mort ou sur le fait que ces chevaux étaient achevés, les fractures. Souvent, ils se fracturaient en descendant des wagons. Ils se fracturaient les pattes. Et enfin, les pathologies liées à la boue, puisque ces chevaux, malheureusement, le plus souvent, évoluaient sur des terrains, bien évidemment, boueux. Alors, deuxième cause, les maladies infectieuses et maladies contagieuses. Je vais parler de ces différentes maladies, je vais y revenir, tétanos, gourme, morve, lymphangite égale. Troisièmement, ce que j'appelle les pathologies internes non infectieuses, c'est-à-dire les pathologies digestives, les diarrhées, les coliques, le problème du surmenage et de la souffrance, de la misère physiologique et également des gaz. Voilà, c'était essentiellement les causes. Alors, il y a eu des facteurs aggravants, bien évidemment, à tout ça. Le fait que les chevaux étaient rassemblés en de très grands effectifs, l'hygiène générale qui, bien évidemment, était très défectueuse, l'alimentation insuffisante et les aléas de la guerre. Alors, donc, quelques images, mais je ne vais pas insister là-dessus parce que ce sont vraiment des images difficiles à supporter aujourd'hui et pour les plus sensibles d'entre vous, je ne veux pas insister beaucoup. Donc, explosion au but, bon, vous avez déjà vu probablement ces images qui sont parfois difficiles à supporter. En haut, vous avez un cheval qui a été carrément coupé en deux et une partie du cheval se trouve dans les arbres. Mais je n'insiste pas. Alors, le harnachement, c'était une cause importante. C'était une cause principalement par des blessures de harnachement qui se produisaient au niveau du garrot, au niveau du passage de sangle et au niveau de la bouche du cheval. Alors, le problème, c'est que ces plaies de harnachement s'infectaient très vite et en période estivale, il y avait très vite ce qu'on appelait des miages, c'est-à-dire que les mouches pondaient dedans et ça provoquait des suppurations et c'était très vite contaminé par des asticots. Voilà. Pathologie de boue, eh bien oui, parce que quand les chevaux évoluaient dans la boue, ça provoquait des crevasses, des fissures qui elles-mêmes s'infectaient, qui étaient à l'origine de lymphangite, d'infections qui se généralisaient, et c'était également, bien sûr, une réalité pendant la Grande Guerre. Les maladies, le tétanos, beaucoup de chevaux mouraient effectivement de tétanos, et à partir du moment où un tétanos est cliniquement déclaré sur un cheval, c'est la mort de celui-ci. Alors personnellement, j'ai vu quelques cas quand j'étais tout jeune vétérinaire. Je peux vous dire que c'est extrêmement traumatisant, difficile à supporter de voir un cheval atteint de tétanos, en crise de tétanos. Alors, autre maladie, des maladies respiratoires, essentiellement la gourme. C'était une maladie extrêmement contagieuse, la gourme, et beaucoup de chevaux, en fait, étaient atteints de gourme. Alors, la gourme n'était pas mortelle dans la majorité des cas, mais elle était extrêmement invalidante. C'est une maladie qui est due à une bactérie, un streptocoque, que l'on appelle Streptococcus equi, qui a la particularité de coloniser les premiers voies respiratoires, et à partir de là, les ganglions, les nœuds lymphatiques, la bactérie se concentrait dans les nœuds lymphatiques, provoquait des abcès qui eux-mêmes, au bout d'un certain temps, après maturation, éclataient. C'est la gourme. Alors, une maladie très contagieuse et qui faisait des gros dégâts dans les effectifs. Autre maladie qu'on appelle la morve, qui est due à une maladie précise. Vous savez, on dit souvent des enfants morveux, c'est par extension. Maintenant, ça désigne à partir du moment où on est enrhumé, on dit de la morve. Non, en fait, c'est une maladie précise pour les animaux, qui est due à une bactérie qui a un nom à coucher dehors, comme vous voyez, Burkholderia malei. C'est une maladie qui est proche d'une autre maladie. Alors, cette maladie se traduisait
produisait par des collections de pus, vous voyez, dans les fosses nasales, dans les sinus et dans les poches gutturales des chevaux. Alors, à signaler que la morve, elle a été utilisée comme arme biologique pendant la Première Guerre mondiale, et dans les deux sens d'ailleurs. Hein. Les Français ont voulu contaminer les effectifs équins avec des chevaux atteints de morve, hein, qui étaient envoyés, mais inversement. Donc ça a été un des premiers exemples de guerre biologique où on utilisait les animaux. Troisième maladie, la lymphangite épizootique, qui elle était due à un champignon, un histoplasma. Alors, ça commençait par une plaie, et cette plaie s'infectait par le champignon, et après, il y avait des complications qui venaient derrière de lymphangite, c'est-à-dire d'infection du système lymphatique. Alors, les chevaux étaient atteints également de gale. Ces gales étaient extrêmement contagieuses entre chevaux. Il y avait 3 types de gales. La gale sarcoptique, qui était une gale qui pouvait se généraliser à tout le corps. La gale pseuroptique, qui était une gale des crinières. Et la gale du pâturon, que l'on appelait la gale choroptique. Et les chevaux pouvaient également être atteints de teigne. Alors, tout ceci, bien évidemment, c'était extrêmement invalidant, ce n'était pas soigné, et ça se traduisait par un amaigrissement, un état de souffrance chez les chevaux. Enfin, il faut dire que dans la majorité des cas, peut-être, les chevaux mouraient tout simplement d'épuisement. Ces chevaux, comme je l'ai dit, parcouraient des distances considérables, l'été sous une chaleur pas possible, l'hiver inversement dans le froid, dans l'humidité, parfois dans la neige, ils n'étaient pas décellés, ils n'étaient nourris que le matin et le soir, et ils n'étaient souvent pas nourris correctement. Pour vous donner une idée, un cheval a besoin de boire au moins 20 litres d'eau par jour, si ce n'est pas 30 litres par temps chaud, ou s'ils effectuent des efforts importants. Donc c'est beaucoup, 20 à 30 litres. Et au niveau alimentation, un cheval doit consommer à peu près 6 à 7 kilos d'avoine, c'est ce qu'il devait consommer tous les jours, et à peu près la même quantité de foin. Donc au début, ça a été, mais très rapidement, au bout de quelques mois, on s'est trouvé à court de tout ça. On manquait de foin, on manquait d'avoine. Alors assez rapidement, on a distribué aux chevaux des demi-rations ou des tiers de rations. Donc, évidemment, les chevaux, ça glissait considérablement. Ils étaient en état de souffrance physiologique. En plus, on leur demandait des efforts considérables et ils mouraient d'épuisement. Alors, quel était le rôle des vétérinaires là-dedans? J'en parle brièvement. Il y avait bien évidemment des centres de soins vétérinaires, des hôpitaux vétérinaires qui avaient été mis pour la plupart en place, d'ailleurs, par les Anglais. Ici, vous en avez un à Forges-les-Eaux. Là, vous en avez un à Lux, dans le 21. L'école vétérinaire, enfin au moins celle de Maisons-Alfort, continuait de fonctionner, malgré la guerre. Vous avez une image ici de la cour d'honneur, et ici, vous avez le professeur Cadio, qui est en train d'ausculter un cheval. À noter à ce sujet-là qu'on a fêté, il n'y a pas très longtemps, le centenaire du doctorat vétérinaire. Avant, les vétérinaires, c'était des vétérinaires, mais depuis 1924, il y a un diplôme de docteur vétérinaire. Et le premier diplômé a été le directeur de l'école d'Alfort. Voilà. Alors ici, l'Institut Pasteur également continuait de fonctionner et produire des sérums, sérum antitétanique. Et là, c'est une photo qui a été prise en Finlande, qui vous montre des soins à apporter à un cheval qui présentait une blessure à une patte. Alors, en 1914, il y avait 522 vétérinaires militaires et 3000 ont été réquisitionnés. Ils travaillaient dans des conditions très difficiles, vous en doutez. Alors, je vous ai mis en bas à gauche les flammes. Qu'est-ce que c'est que les flammes? Ces flammes étaient utilisées pour effectuer des saignées sur les chevaux. On pratiquait beaucoup de saignées à cette époque. Quand les chevaux avaient des coups de sang, avaient des problèmes de fourrure, etc., on pratiquait des saignées. Et ici, vous avez la trousse d'un vétérinaire, le docteur Émile Victor Pécu, ça aussi, ça vient du musée de la Grande Guerre. Cette trousse lui avait été donnée à la fin de ses études. Un petit problème technique, ça y est. Alors, il faut savoir que les Anglais ont eu une grosse importance là-dedans.
car c'est eux qui avaient mis en place, je ne parle pas des écoles vétérinaires, mais la plupart des centres de soins vétérinaires. Et plus précisément, ça avait été mis en place par une association qui s'appelle la Blue Cross, c'est-à-dire la Croix Bleue. Association fondée en 1897 à Londres, qui au départ était destinée à venir en aide, à soigner les chevaux qui travaillaient dans les rues à Londres. Et avec l'accord des autorités françaises, la Blue Cross a ouvert des dépôts en France, à Serqueux, à Provins, à Troyes, à Vernon et d'autres par la suite. Et au total, 6000 chevaux ont été soignés dans ces hôpitaux. Alors, pour finir avec les chevaux, la maréchalerie, bien évidemment, ça suivait les chevaux. Hein, c'était transporté par les chevaux, tout le matériel de maréchalerie. Donc, vous avez ici une forge de campagne. Elle a été photographiée aussi au musée de la Grande Guerre à Meaux. Et ici, vous avez une enclume portative qui devait être transportée au même titre que la forge sur les lieux du combat. Alors, vous avez ici des soins de maréchalerie. Ça a été photographié en France, la Neuville-au-Pont. Et ici, c'est un maréchal ferrant allemand en Pologne. Vous voyez, mais bien évidemment, le principe de la maréchalerie était le même. Alors là, je ne vais pas vous lire tout ça, mais simplement pour vous dire, bon, c'est vrai qu'à cette époque, on faisait peu de cas de la souffrance animale, on n'avait pas un souci du bien-être animal comme on en a aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire pour autant que que nos poilus, que les soldats, n'étaient pas sensibles à la douleur de leurs animaux. Je vous ai mis ici 4 témoignages. Je vais simplement vous en lire un ou deux peut-être, parce que je ne voudrais pas que mon exposé soit trop long. Mais ça vous donne une idée un petit peu de ce que pouvaient ressentir également les poilus. Dans ce contexte, la mort de l'animal, loin de laisser indifférent, est vécue comme la transposition de celle de son camarade, ou même encore comme l'anticipation de la sienne propre, puisque bien évidemment ces poilus vivaient en permanence avec la mort. Alors, témoignage le bas. Les artilleurs vocifèrent et frappent les chevaux exténués pour qu'ils donnent le rude coup de collier. Pauvres bêtes, maigres, les côtes en saillie, la tête énorme. Tête énorme, pourquoi? C'était à cause de la gourme avec les abcès qui faisaient gonfler la tête. La tête énorme est penchée sur le côté. Elles se raidissent, soufflent avec bruit, et leurs grands yeux, couverts de chassier, semblent dire la souffrance résignée. C'est de Maurice Genevoix, ça. Alors, une marque particulière, un âne mascotte qui est resté célèbre, d'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler, l'âne Constantin, l'âne du ravitaillement, c'était à Verdun. Criblé d'éclats d'obus, les oreilles arrachées, l'œil gauche crevée, il parvient jusqu'à la tranchée. Au lieu de l'achever, les soldats le soignent et s'en font un compagnon d'infortune. Et c'était effectivement la mascotte, un âne mascotte à Verdun. Alors maintenant, on va passer ça va aller beaucoup plus vite pour le reste, les pigeons. Alors les pigeons, c'était un moyen de communication qui a été extrêmement utile pendant la guerre. Il y avait déjà des moyens de communication, bien sûr, on connaissait le téléphone, la téléphonie avait été inventée vers 1880, il y avait également la radio, il y avait la télégraphie sans fil, il y avait des téléphones de campagne, différents types de téléphones, téléphone campagne, téléphone mixte. Il y avait en moyenne une vingtaine de téléphones par régiment. Alors, au début, ça fonctionnait bien, tout ça, mais malheureusement, très rapidement, ça a été hors d'usage en raison des bombardements, du conflit. Donc, rapidement, un certain nombre de régiments se sont trouvés coupés de leurs arrières parce que leurs communications ont été détruites. Et c'est là où les pigeons sont intervenus. Les pigeons voyageurs. Alors ces pigeons, contrairement aux chiens, il y avait des pigeons dans l'armée française pendant la guerre. Il y avait un service colombophile des armées qui était au génie, qui appartenait au génie. C'était la section de télégraphie sans fil. Il y avait en effet des colombiers militaires. Le principal se trouvait à Vaugirard. Et il y avait un centre d'instruction colombophile à Montereau. Les pigeons, comme les chevaux, étaient immatriculés, mais c'était des pigeons évidemment, donc on les immatriculait à la face interne de l'aile, sur 2 plumes, avec de l'encre à tatouage.
Alors, ils avaient un rôle important, évidemment, puisqu'ils transmettaient les messages, et ça, les Allemands en avaient bien conscience, hein, du danger qui était représenté par ces pigeons dans les zones colombophiles, à tel point qu'ils avaient pris des mesures, et en zone occupée, il y avait interdiction, c'était les coulonneux, hein, les colombophiles, hein, dans le nord de la France, interdiction aux coulonneux de lâcher les pigeons voyageurs. Moyennant quoi, s'ils le faisaient, eh bien, ils s'exposaient à de lourdes amendes qui pouvaient aller jusqu'à la condamnation à mort, hein, s'il s'était avéré qu'ils avaient espionné par l'intermédiaire de leurs pigeons. Et les pigeons devaient être remis aux autorités. 60 000 pigeons ont été mobilisés pendant la Grande Guerre. Alors, comment étaient transportés ces pigeons? Dans des pigeonniers mobiles. Il y avait deux sortes de pigeonniers mobiles. Il y avait les pigeonniers sur remorque, je vous en ai mis un ici, en haut à droite, qui étaient tirés par les chevaux. Et il y avait également des pigeonniers motorisés qui, en fait, étaient des bus à impérial, berliers, qui étaient aménagés, transformés en pigeonniers ambulants. Toute la partie supérieure était transformée, comme vous voyez, en pigeonnier. On peut voir ce bus au musée de la Grande Guerre à Meaux également. Alors, ces bus berliers, c'était des 4 cylindres de 22 chevaux, ils pesaient 4,5 tonnes, ils pouvaient transporter 80 pigeons, et ces pigeons étaient dans 19 cages. Alors, je vais vous parler de deux pigeons héros de la Grande Guerre. Bon, vous en avez probablement entendu parler, je suppose, hein. Le pigeon vaillant, héros de Verdun. Nous sommes le 4 juin 1916, au fort de Vaux. 96e régiment d'infanterie. Le commandant du fort, c'est le commandant Raynal. Il a sous sa responsabilité 600 hommes. Il disposait plutôt de 3 pigeons. Son chien est avec lui. Son chien s'appelle Kiki. C'est le chien mascotte du régiment. 2 pigeons. La situation est dramatique au fort de Vaux, qui est assiégé. Et le régiment, si vous voulez, doit subir les assauts de la 50e division allemande. Donc la situation est très rapidement dramatique, car le 4 juin, ils sont coupés de toute communication, mais également ils n'ont plus de vivres et ils n'ont plus d'eau. Donc il n'y a plus qu'un pigeon. Et ce pigeon, il est lâché par le commandant Raynal. Dans un premier temps, il loupe son départ parce qu'il est pris dans des gaz toxiques et il revient. Il est relâché et il arrive, tant bien que mal, à arriver jusqu'à Verdun, jusqu'au niveau de l'état-major. Il arrive à transmettre donc son message au QG à Verdun. Il est dans un état critique. Néanmoins, il est soigné, il se remettra de son transport, si vous voulez, de tout ce qu'il a fait et du fait qu'il a été gazé. Il vivra d'ailleurs je sais pas, ça me semble un peu bizarre, mais c'est comme ça, il vivra jusqu'à l'âge de 24 ans par la suite, puisqu'il ne sera mort que la même année que le commandant Raynal, en 1939. Ça me semble un peu bizarre, parce que l'espérance de vie d'un pigeon, déjà un pigeon sauvage, c'est 6 ans en moyenne, et les pigeons domestiques, c'est une vingtaine d'années. Moi, j'en ai connu en clientèle qui avaient 20 ans, 25 ans, des pigeons de 30 ans, j'en ai jamais connu. Enfin bref, bon. Donc, est-ce que c'était vraiment lui? Toujours est-il qu'on trouve actuellement ce pigeon naturalisé au Mont-Valérien, au musée de la colombophilie, le fameux pigeon vaillant. Vous avez ici, en haut à gauche, une plaque commémorative que l'on peut voir au fort de Vaux, que j'ai visité personnellement. Et donc ce pigeon se trouve au Mont-Valérien, c'est là où se trouve le pigeonnier militaire. C'est le dernier pigeonnier militaire d'Europe. Il est relativement important puisqu'on y trouve 140 pigeons voyageurs et 60 pigeons de beauté. Alors ce pigeonnier est sous la responsabilité du maréchal des logis, Sylvain. Les pigeons sont entraînés tous les jours, ils font tous les jours 60 km, donc vous voyez, ce sont vraiment des sportifs d'un haut niveau, et ils font des grandes sorties tous les dimanches. À ce moment-là, ça va de 120 à 1000 km. Ce sont des voyageurs. Hein. Voilà. Alors, deuxième pigeon dont je vais vous parler, cher ami.
Bon, cher ami, c'est pas un pigeon français, c'est un pigeon américain. Donc j'ai mis en sous-titre cher ami et le bataillon perdu. C'est beaucoup plus tard, c'est à la fin de la guerre. Le 4 octobre 1918, dans l'Argonne, dans la forêt de l'Argonne, au ravin de Charlevaux. On y trouve le Lost Bataillon, c'est-à-dire le bataillon qui est représenté par les 9 compagnies de la 77e division d'infanterie américaine. Son commandant, c'est le major Charles Whiteley. Alors le problème qui se pose à ce moment-là, c'est que ce bataillon reçoit des tirs de ses propres alliés. Donc il y a eu des erreurs en matière de communication, si vous voulez, et donc les tirs de l'artillerie alliée US, américaine, frappent leurs propres hommes. Donc c'est une situation qui est dramatique. Sur les 550 hommes du bataillon, au départ, plus de 350 ont déjà été tués ou ont été capturés. Donc il reste 194 hommes en vie. Et c'est là où intervient cher ami. La situation étant extrêmement critique, et donc les soldats du bataillon se faisant tirer dessus par leurs propres troupes, par leurs propres alliés, le pigeon vaillant, et le pigeon cher ami est envoyé justement à l'arrière pour prévenir, vous voyez, nous sommes le long de la route parallèle à 276,4, notre propre artillerie lance un barrage directement sur nous. Pour l'amour du ciel, arrêtez-le. Donc voilà le message qui est envoyé par ce pigeon, qui porte ce message à sa patte. Pendant son trajet, qui est un trajet de 40 km, eh bien, il est blessé au poitrail, il perd l'œil gauche, il perd la patte gauche, mais il arrive quand même à destination. Et tout ceci avec une vitesse moyenne de 90 km/h. Au passage, les pigeons peuvent voler très vite à la vitesse de 120 km/h. Oui, ce sont des animaux qui étaient extrêmement utiles comme pour effectuer ces communications. Donc il arrive, il est blessé, mais il arrive quand même à bon port. Il mourra quand même l'année suivante. Il fut rapatrié aux États-Unis, il est mort à New Jersey, et il est actuellement, son corps naturalisé et visible à l'Institut Smithsonien à Washington. Il fut décoré de plein de choses, feuilles de chêne, croix de guerre, etc. Alors vous avez en haut à gauche le message qui avait été transmis, donc qui était sur la patte du pigeon, transmis par le major Whiteley. Un monument a été érigé, monument au bataillon perdu, Lost Bataillon, en forêt d'Argonne, sur la commune de Binarville. Vous avez ici le major décoré par le général Pershing, qui était le commandant en chef du corps expéditionnaire américain. Des films ont été tournés, des livres, etc. C'est vraiment un héros national, là-bas. Alors, ce qui m'amène à vous parler des chiens. C'est pas trop long, Eric? Je suis désolé, hein, mais j'ai bientôt fini quand même. Hein. Les chiens, au départ, il n'y avait pas de chiens. Il y a eu 100 000 chiens, par contre, sur le front ouest. En 1915, création par le ministre de la Guerre, Alexandre Millerand, du service des chiens de guerre, et 300 chiens ont été réquisitionnés, ils ont été récupérés dans les chenilles, dans les fourrières, dans les refuges. Alors, quelle était la fonction des chiens? Il y avait des chiens sanitaires, vous en avez un devant vous, là, merci, qui avait pour charge de repérer les blessés, de leur apporter des médicaments, les chiens messagers, à partir de 1916, des chiens de transport de nourriture, mais parfois aussi, comme c'est le cas ici sur cette photo en haut à droite, pour des chiens de grande taille, transport de matériel, d'artillerie légère, transport aussi donc de nourriture, transport aussi, ils étaient utilisés pour tirer les lignes de téléphone hein, d'un point à l'autre. Il y avait également des chiens sentinelles pour repérer les espions qui faisaient un travail de guet, des chiens ratiers pour éliminer les rats qui étaient nombreux dans les tranchées, des chiens de traîneau. Il y a eu des chiens de traîneau qui ont été importés d'Amérique du Nord, du Canada, des États-Unis, du Québec. 440 chiens de traîneau ont ensuite été justement attelés à c'était des chiens nordiques dans les Vosges et en Alsace. Ils étaient chargés de transporter le ravitaillement et de transporter les officiers également. Et il y avait des chiens mascottes.
Alors, quelques exemples. Ici, vous avez un chien ratier, en haut, vous voyez, avec son tableau de chasse, qui est impressionnant. Ici, armée belge, donc transport de mitrailleuses lourdes par des chiens, vous voyez, qui étaient attelés. Ici, en bas à gauche, c'est un chien qui était affecté au transport de la cantine. Voilà. Et ici, vous avez un chien télégraphiste, en bas à droite, qui était chargé de tirer les lignes pour qu'elles puissent être installées d'un point à l'autre. Donc, vous voyez, des fonctions très diverses. Alors, en haut à droite, vous avez un chien messager de l'armée américaine, et donc l'autre usage, c'était les chiens sanitaires dont j'ai parlé. Alors, ça, cette photo a été prise au Chemin des Dames. C'était un chien sentinelle, vous voyez, au Chemin des Dames. Alors, les chevaux, donc les chiens, pardon, avaient différentes fonctions, mais c'était aussi des mascottes, quelques mascottes célèbres, le chien Satan, à Thiaumont, en Belgique. Ici, Bulldog John, un chien mascotte, vous voyez, du 70e US Air Force. Là, un autre qui s'appelait Peggy, également une mascotte américaine. Et là, c'était un chien, bon, il y avait beaucoup de chiens aussi qui étaient parfois errants, abandonnés, blessés, qui étaient récupérés par les poilus lorsqu'ils pouvaient et qui devenaient leur chien mascotte, au même titre que des chats ou d'autres animaux. Alors, Stubby, quelques mots sur Stubby, héros national américain. C'est le chien de guerre le plus décoré de la Grande Guerre. Il avait été trouvé sur le campus de l'Université américaine de Yale en 1917 par John Corroy, qui ensuite a été mobilisé et qui l'a amené clandestinement en Europe, sur l'US Minnesota. Il a été affecté dans un premier temps 18 mois dans le 102e ERI de la 26e division d'infanterie, dans les tranchées du nord de la France, et il s'est retrouvé à partir du 5 février 1918 au Chemin des Dames, plus précisément donc sur les secteurs de Parny-Filin et de Chavignon, et il y est resté pendant un mois. Pendant un mois, il a effectué des missions de reconnaissance, recherche des blessés, sous les bombardements jour et nuit. Après, il a été affecté dans le secteur de Saint-Mihiel. Il a été blessé pendant une attaque, Meurthe-et-Moselle. Il a été soigné, il est retourné, il a résisté à une attaque au gaz. Il trouvait les soldats blessés dans le Mansland. Il prévenait les soldats de l'arrivée des obus également. Et il a été responsable de la capture d'un espion allemand. À Château-Thierry, les femmes de Château-Thierry lui ont confectionné un petit manteau en peau de chamois, ce qui lui a permis de mettre par la suite, il a gardé ce petit manteau, d'y mettre toutes ses décorations. Il est rentré aux États-Unis, c'était un véritable héros, il est mort en 1926. Donc là-bas, vous voyez, un héros national, il était de toutes les manifestations choyé, adulé, on le voyait partout. Là, il est également à l'Institut Smithsonien à Washington. Il y avait quelques animaux, il y avait des animaux mascottes pendant la Grande Guerre. C'était extrêmement varié, hein, ça pouvait être des renards, vous voyez, Royal Air Force, un autre renard ici. Ici, c'était des lapins, des pilotes de la Royal Air Force avec leurs lapins sur le front ouest. Là, c'était des lionceaux, deux lionceaux, whisky et soda, qui étaient les mascottes de l'escadrille Lafayette, escadrille franco-américaine de volontaires. Ils avaient une mascotte et c'était un lionceau. Alors, autre animaux vraiment curieux, ici un sanglier mascotte, le sanglier Guigui, élevé par les artilleurs en forêt de Hesse. Là, des singes, ça c'était en Belgique, vous voyez près d'Outerne, Bouddha, ce singe, qui était, d'après ce que je vois, un macaque à longue queue, un macaque indonésien. Ici, un autre singe qui avait été la mascotte des troupes anglaises, également en Belgique, à Marche les Écosines. Là, un ours, corps expéditionnaire russe. Ici, les kangourous. Alors là, c'était en Égypte. L'infanterie australienne, autre kangourou. Et là, un corbeau, une corneille, camp d'entraînement de Pittsburgh à New York. Alors, de façon plus anecdotique, des éléphants ont été utilisés pendant la guerre, essentiellement en Allemagne.
ils étaient réquisitionnés auprès des zoos en général, ou des cirques. Ici, vous voyez, par exemple, vous avez un éléphant qui était affecté au transport des billes de bois et qui avait été offert par le directeur d'un cirque à Hambourg. Et vous avez eu également intervention de dromadaires, mais ça, ce n'était pas en France, c'était sur les fronts Est, ici c'est en Égypte, l'Imperial Camel Corps, expédition, vous voyez, qui ont également un rôle. Alors il y a eu dans la guerre en fait aussi des indésirables. En fait, les poilus avaient peur de trois choses. Les boches, qui disaient, les rats, les Gaspards, et les totaux. Alors, les rats, c'était vraiment les indésirables, parce que dans les tranchées, ils étaient partout. Alors les rats qu'on trouvait, c'était les rats qu'on appelle aujourd'hui les surmulots, hein, c'est les rats des villes, si vous voulez, les Ratus nervagicus, ils étaient partout. Évidemment, ils étaient bien nourris, ils se nourrissaient dans les réserves ou au niveau des déchets, et il y en avait partout, et c'était un réel problème pour les poilus. Alors, ils avaient mis au point des méthodes pour essayer de s'en débarrasser. Déjà, ils essayaient de les capturer. Il y avait également des chiens ratiers dans les tranchées. Et parfois, eh bien, vous voyez, en bas à droite ici, ils se confectionnaient des lits avec un rabat grillagé. La nuit, ils rabattaient le rabat, le couvercle, la partie supérieure, pour être protégés des rats. Alors, autre nuisible, les totaux. Les totaux, c'était les poux. Hein. Le poux, c'était le poux du corps hein, qui affectait les soldats, le pédiculus humanus. C'était un réel problème parce que ça créait bien évidemment des démangeaisons intolérables. Et en plus, les poux leur transmettaient une maladie que l'on appelle la fièvre des tranchées, qui les rendait indisponibles pendant au moins 8 jours, avec des maux de tête, couchés, de la fièvre, etc. Et parfois, ça pouvait durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. La fièvre des tranchées, qui était due à une bactérie, une bartonelle, qu'on appelle Bartonella quintonum. Et aussi les gaz de combat. Alors, les plus graves, c'était les gaz moutardes. Mais vous voyez ici, il y avait 4 sortes de gaz de combat. Il y avait les irritants, les toxiques généraux, les suffocants et les vésicants. Les premières attaques aux gaz de combat ont eu lieu en Belgique, à Langemarck. C'était le 22 avril 1915, où 150 tonnes de gaz chloré ont été déversées. Donc on se protégeait comme on pouvait avec tout ça. Au début, ça avait été des mouchoirs imprégnés d'urine, car l'ammoniac était censé neutraliser les gaz toxiques. Mais par la suite, progressivement, il y a eu des masques, hein, comme vous le savez, des masques à gaz de plus perfectionnés, et que l'on confectionnait aussi bien pour les soldats, mais également pour les animaux. Il y avait des gaz pour les chevaux et des masques à gaz pour les chevaux, et également pour les chiens. Voilà. Alors, vous voyez ici, en bas à gauche, voilà ce que ça donnait, les gaz vésicants, les gaz moutardes. Vous voyez un cheval qui avait été contaminé par des gaz moutardes. Il y a un certain nombre, comme vous le savez, de sites funéraires et mémoriels dans la Grande Guerre. Il y en a une dizaine, vous les connaissez tous, donc j'insiste pas trop là-dessus. Plus près de nous, donc Chemin des Dames, Cerny-en-Lannoy, Craonel, Château, etc. Mais il y a des sites mémoriels consacrés aux animaux en France. On ne trouve pas dans l'Aisne, finalement. Il y en a dans l'Oise, il y en a dans la Somme, il y en a à Paris, au Square Boucicaut, il y en a également à l'étranger, il y en a à Lille, le monument aux pigeons, il y en a à Londres, il y en a aux États-Unis, il y en a en Nouvelle-Zélande, mais il n'y en a pas chez nous, malheureusement. Il y en a aussi dans le 54, dans les Ardennes, mais il n'y en a pas dans l'Aisne. Alors, quelques-uns, vous voyez, ici c'est Chipilly dans la Somme, là c'est Pozières, là c'est le Square Boucicaut à Paris, ici c'est Parny-sur-Moselle. Je pense que certains d'entre vous ont vu ce film absolument remarquable qui s'appelle Le Cheval de guerre, qui a été tourné par Steven Spielberg en 2011, un film vraiment qu'il faut voir, à mon avis, qui marque. Je remercie la Société historique de Picardie de m'avoir sollicité pour cette conférence, les archives de nous accueillir, également l'accueil de M. Dumas, que je remercie, le général Millot, vous avez son livre ici, la bibliothèque d'Ursel, le musée de la Grande Guerre. J'ai pas écrit de livre, hein, mais j'en ai écrit d'autres, mais je n'ai pas écrit de livre. Mais je tiens une bibliographie à votre disposition si ça vous intéresse. Et c'est ma dernière diapositive. En haut, vous avez l'Animals of War Memorial qui se trouve à Hyde Park à Londres, 2004, qui avait été inauguré par
princesse Anne. Vous savez que c'était une passionnée de chevaux. Et on y trouve notamment cette inscription « They had no choice ». Ils n'avaient pas le choix. Et effectivement, ils n'avaient pas le choix. Tous ces animaux sont morts pour nous. Ils n'avaient rien demandé. Je pense qu'on doit leur rendre hommage. Ce sont des vies qui nous obligent. Je vous remercie. Voilà, j'ai été un peu long, je suis désolé. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Oui. Je ne sais pas s'il existe encore, mais je me souviens avoir été harcelé, entre guillemets, par un correspondant de presse de l'Aide Nouvelle à Ternier. Vous voulez le micro? Non. Et effectivement, M. Suot, qui, par mon intermédiaire, a demandé de subventionner un monument aux animaux, aux animaux de la Grande Guerre, au musée de la déportation et de la résistance, à Ternier. Mais il existe peut-être plus. C'était dans les années 2010. Non, mais ça serait une bonne chose de... Mais en fait, c'était un petit monument... Un petit monument, oui, qui est quelque chose dans l'aile quand même. Et devant le musée de la Résistance. Très bien. Je pense que ça aurait tout à fait sa place au Chemin des Dames, par exemple, sur le plateau de Californie, dans un lieu un petit peu emblématique de la Grande Guerre, et rendre hommage aux animaux, à tous ces animaux qui sont morts. Hein. Pour les rats aussi, ils étaient utilisés pour la détection des gaz aussi. Oui, il me semble. oui. Mais également les canaris, enfin j'ai été rapidement à la fin là, et même l'indicateur c'était les escargots et les limaces. Parce que quand ils retrouvaient des escargots qui étaient morts, c'était indice du fait qu'ils avaient été intoxiqués par des gaz toxiques. Et puis les canaris, c'était la même chose dans les mines, on les employait pour détecter, pour prévenir les coups de grisou. Hein. Voilà, merci. Vous pourrez me l'envoyer? Oui, je l'enverrai. même si tu veux, je peux t'envoyer le diaporama. Ben, ça fait un peu lourd. Ça fait, je ne pourrais pas l'envoyer absolument. Mais, Non, mais par contre... pourquoi Ah oui, ok. Si quelqu'un, parce que j'étais assez vite à le faire, mais si quelqu'un nous sait certains des infos, moi je peux le renvoyer aussi. Ok, je l'enverrai la des découverte. points qui les intéressent. Merci.